Stable, il n'irait pas voter massivement à la place du peuple, dit Jean Lassalle. Est-ce que c'est votre avis aussi? Que pensez-vous du climat de cette campagne? C'est une campagne qui effectivement s'est vautrée dans des affaires assez sordides et qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Puisque je rappelle que nous ne sommes pas face aux élections législatives qui auront lieu au mois de mai-juin et qui, elles, visent à dégager une majorité pour avoir un programme de gouvernement. Là, nous sommes pendant une élection présidentielle. Or, le président de la République, ses pouvoirs sont fixés par la Constitution, ce sont des pouvoirs fondamentaux. L'article 5 précise qu'il doit être un arbitre, donc au-dessus du clivage droite-gauche, donc ça doit être une personnalité modérée, ennemi des extrêmes. Deuxièmement, la campagne n'est pas à la hauteur de cela pour l'instant? Absolument pas. Et surtout, l'article 5 précise que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, c'est-à-dire de l'unité nationale. Or, moi, j'observe qui, à part moi, insiste à ce point sur la nécessité de rendre aux Français leur indépendance nationale et d'assurer leur unité nationale. On vient sur le programme dans un instant, Monsieur Asselineau. Deux petites questions. Une d'actualité. Les excuses de la ministre des Outre-mer au peuple guyanais après tant d'années d'histoire. Elle a bien fait? Non, moi je trouve qu'elle a présenté des excuses pour le sous-investissement chronique qu'il y a, notamment financier en Guyane, parce que contrairement aux chiffres que vous avez donnés, comparaison n'est pas raison. Il y a des besoins criants en Guyane. Il y avait d'ailleurs un programme de 500 millions... Même si la Guyane vit sous perfusion publique. Oui, mais il y avait un programme de 500 millions d'euros pour des... Il y a des besoins, par exemple, en collège qui sont énormes et qui ne sont pas du tout assouvis. Donc, qu'elle ait présenté ses excuses pour ce sous-investissement, oui. Qu'elle ait parlé du peuple guyanais, non. Je rappelle qu'il y a un certain nombre d'années, il avait été question d'un projet de loi où il était question du peuple corse, ça avait été rejeté par le Conseil constitutionnel. Dans la République, il n'y a qu'un seul peuple, le peuple français. Autre question, on vient d'entendre le reportage d'Aurélien Colly sur Marine Le Pen, la montée en puissance de Marine Le Pen année après année. Comment l'analysez-vous, Monsieur Asselineau? J'analyse ça par le fait d'abord que Madame Le Pen a su capter certaines frustrations de la population. Tout ce que dit Madame Le Pen n'est pas faux, bien entendu. Mais par ailleurs, elle a eu aussi accès très largement aux très grands médias du pays. Moi, j'ai créé un mouvement politique qui n'a rien à voir, qui d'ailleurs a été classé par le ministère de l'Intérieur en divers, c'est-à-dire ni à droite ni à gauche. Vous revendiquez combien d'adhérents maintenant? C'est pas que je revendique, c'est que je demande d'ailleurs qu'il y ait une institution qui puisse valider aux yeux des Français le nombre réel d'adhérents. Nous avons dépassé les 22 000 adhérents. C'est tout à fait considérable. Et pour actuellement, l'UPR qui existe depuis une dizaine d'années. Oui, mais nous avons actuellement un taux de croissance de 250 à 300 adhérents par jour et on a la particularité de présenter cela en direct sur notre site internet upr.fr, dont, soit dit en passant, Alexa Ranking nous dit que c'est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Ce qui reste à vérifier tout de même. Votre parcours... c'est tout vérifié. Si vous pouvez aller voir aussi le nombre de vues de notre chaîne YouTube Union Populaire Républicaine, on a dépassé les 10 500 000 vues. C'est considérable. À titre de comparaison, Monsieur Macron est à 1 million de vues. Votre parcours, Monsieur Asselineau, c'est d'abord... HEC, ENA, Inspection des Finances, un tour auprès de Charles Pasqua, un tour à l'UMP, puis vous l'avez quitté. Et votre programme, c'est les 3 sorties. Sortie de l'Union Européenne, sortie de l'euro, sortie de l'OTAN. C'est rare d'entendre un HEC ENA tenir un discours comme vous le tenez, avoir un programme qui est comme celui qui est le vôtre. À quel moment a été le déclic, au fond, dans votre parcours? J'ai été dans des cabinets ministériels, vous n'avez pas rappelé, mais j'ai été dans des cabinets ministériels sous le gouvernement Balladur, sous la cohabitation avec François Mitterrand, c'était la deuxième cohabitation. J'ai été également au cabinet du ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Juppé II, sous Jacques Chirac. J'ai d'ailleurs accompagné Jacques Chirac dans de nombreux déplacements à l'étranger. Donc j'ai une bonne connaissance du centre du pouvoir et je me suis rendu compte dès les années 90 que la France allait dans le mur parce qu'en fait les Français élisent, sans qu'ils s'en rendent compte, des responsables politiques qui n'ont pas de pouvoir. Le prochain président de la République, il y en aura 2 types. Il y a ceux qui accepteront de rester dans l'Union européenne, fût-ce en disant qu'ils vont renégocier les traités, ce que dit Madame Le Pen. Madame Le Pen ne dit absolument pas ce que je dis. Madame Le Pen, comme Monsieur Mélenchon, disent qu'ils vont renégocier les traités, comme Monsieur Dupont-Aignan. Ceux-là seront obligés d'appliquer... Madame Le Pen, elle dit, voilà, il y aura un référendum, et la logique est la même. La logique est d'aller vers une sortie, quand même. Non. Madame Le Pen, elle dit ce que disait David Cameron, le Premier ministre britannique. Il disait, je vais renégocier les traités, puis après on verra. Mais Madame Le Pen n'annonce absolument aucune... Concernant Cameron, ça aboutit au Brexit. Oui, c'est vrai, mais au départ de Monsieur Cameron. Mais Madame Le Pen n'annonce aucune date pour son référendum. D'ailleurs, elle dit dans les 6 mois. Les conditions sont extrêmement floues. Et puis par ailleurs, Madame Le Pen, elle dit une chose et son contraire. Il suffit d'aller regarder ce que disent ses lieutenants, s'ils veulent rester dans l'euro. Comment dirais-je, Monsieur Alliot, Monsieur Collard, ils disent tous des choses contradictoires. Donc ça, c'est la grande différence. C'est votre premier geste. Là, le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne, activer l'article 50, comme les Britanniques viennent de le faire. C'est votre premier geste de président. Absolument. Avant même les législatives. Absolument. J'organiserai une réunion en disant
disant voilà, j'ai été élu par les Français pour faire sortir la France, mais calmement, hein, sereinement. Et moi, ce que j'aimerais surtout que l'on dise aux Français, c'est que c'est un geste très responsable et tous les avantages qui découleront de cette sortie. Vous savez, c'est-à-dire que toutes les études disant que ça va se traduire par un appauvrissement, notamment pour les petits épargnants, vous n'y croyez pas. Mais c'est bien sûr que non, je n'y crois pas. Sinon, est-ce que je le proposerais? Vous savez, vous n'avez pas rappelé, mais dans ma carrière administrative, j'ai été également délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances, parce qu'on me prête depuis très longtemps une capacité à voir, à analyser les événements de loin, avoir de la hauteur de vue et faire de la prospective qui se révèle exacte. Et à donner dans le complot quelquefois aussi. Non, pas du tout. Mais non, ça, ce sont les officines. Il faut bien trouver quelque chose à critiquer aux gens. Donc, on dit que je suis complotiste, mais ça c'est de la plaisanterie. Moi, je montre à chaque fois toutes mes sources, d'ailleurs prises auprès de vos confrères les premiers, que je montre. Non, ce qui est important, ce qui intéresse les Français, c'est les conséquences positives de la sortie de l'Union européenne. Elles sont considérables. Je les renvoie à notre site upr.fr. Restez avec nous, monsieur Asselineau. Je voudrais avoir votre réaction après la chronique d'Isabelle Véramasson. Bonjour Isabelle. Bonjour. Qui nous rejoint comme chaque vendredi, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS Université Paris-Dauphine. Alors vous voulez revenir cette semaine, Isabelle, sur les règles fixées par le CSA pour les temps de parole à la télévision et la radio. Peut-être qu'il faut les rappeler d'abord, ces règles. Oui, alors elles datent de 64. Depuis cette date, le temps de parole accordé aux candidats dans l'audiovisuel en période électorale est fixé par cette loi. Mais celle du 25 avril 2016 propose d'autres règles pour ces élections présidentielles actuelles, par exemple. Elles sont d'ailleurs un peu plus réalistes. Alors dans un premier temps, on confie aux médias le soin d'assurer le principe d'équité, c'est comme ça qu'on l'appelle, des temps de parole entre les candidats et leurs soutiens. C'est-à-dire entre le 1er février et le 10 avril, les principales chaînes de télévision et de radio décident du temps accordé aux principaux candidats selon des critères qui vont de la représentativité aux capacités de mobilisation. Alors dans un deuxième temps, c'est le principe d'égalité du temps de parole qui enlève dès lors aux médias une possibilité de choix, puisque cette égalité s'applique strictement et seulement les 15 derniers jours à tous les candidats qui ont été validés. Alors ce n'est valable que pendant les 13 derniers jours et c'est mesuré scrupuleusement par le CSA. Critique à adresser à ce système, Isabelle? Oui, alors ces règles, d'abord, il faut bien dire qu'elles répondent à une demande sociale. Les gens les réclament et également à notre esprit égalitaire très français. Mais certains s'interrogent. Ainsi, Jean-Marie Charon, qui est un de mes collègues au CNRS, regrette... Spécialiste des médias. Absolument grand spécialiste des médias. Il regrette, je le cite, l'obsession française d'encadrement du travail des journalistes. En effet, il déplore que ce qu'il appelle la logique comptable s'impose contre une logique professionnelle qui lui semble plus efficace. Il regrette qu'on compte le temps d'exposition station par station, chaîne par chaîne, comme si chacun était enchaîné à une chaîne. Ces règles ne tiennent pas compte de l'évolution du paysage médiatique, des réseaux sociaux, surtout, et aussi cette incroyable multiplication de l'offre. Que vaut cette logique comptable derrière la possibilité qu'on a de zapper éternellement? Alors, enfin, les conséquences, oui, il y a encore une critique. La recherche sur la réception. C'est-à-dire qu'on sait bien que le temps d'exposition n'est pas si important, puisque nous sommes très capables de décoder et que nous regardons des images en ayant déjà beaucoup d'idées sur ce que nous voyons. Alors, les conséquences, et notamment, on en vient à un débat d'actualité, cette question du débat du 20 avril prochain. Isabelle. Oui, alors cette question du 20 avril interpelle sur les conséquences de son temps de parole. En effet, le risque, c'est qu'il y ait de moins en moins d'émissions politiques, que ces émissions soient de plus en plus ennuyeuses, et que, c'est ce qui arrive pour le prochain débat, qu'il y ait une contestation même de la part des candidats, qui se voient exposer les grands candidats à des petits candidats qui n'ont pas les mêmes exigences de responsabilité, qui peuvent les agresser, qui peuvent dire n'importe quoi. Ce que le général de Gaulle appelait hurluberlu face à un futur président de la République, est-ce bien raisonnable? Et puis surtout, je crois que cette idée qu'il faut attendre quelques jours après le débat lui-même pour savoir véritablement les conséquences du débat, nous l'avons montré dans nos travaux, les conséquences du débat en fait se déroulent en co-construction plusieurs jours après le débat lui-même. Quand on discute après. Quand on discute, la conversation. Merci Isabelle. Alors ce débat donc 20 avril, il devait y avoir les 11 candidats à débattre sur France 2, puis Mélenchon dit non, puis Macron dit bof, le CSA dit bof. Que dites-vous, monsieur Asselineau? Vous voulez y participer? Il faut qu'il ait lieu, quel que soit le nombre de candidats présents? Ah ben oui, bien sûr, moi je suis invité, je vais y participer. Je note que monsieur Mélenchon, monsieur Macron fuient le débat, et tout particulièrement avec moi. Moi j'estime qu'il n'y a pas d'ailleurs de grands et de petits candidats, ou plus exactement, ceux qu'on présente comme grands sont surtout grands par l'épaisseur des dossiers judiciaires qu'ils ont. Mais en termes d'expérience professionnelle, en termes de vision, en termes d'analyse, je pense que je suis le plus grand des candidats. Et donc